Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah non, bonsoir, on est le soir. Ah bah non, désolé, on est samedi matin, donc moi je dis bonjour. Bah non, mais on est dimanche soir aussi. Non mais C'est dimanche soir. Bah d'accord, donc si on va dans ce sens, on est aussi diffusé le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Eh oui, tout. mais rapport à la rentabilisation de nos salaires, on en a déjà Bonjour parlé. et bienvenue dans le Burger du mois, le rendez-vous des aficionados de la pop culture, ceux qui aiment le cinéma, les comic books, la bande dessinée, les jouets, bref, toutes les bonnes choses de la vie en fait. Le burger du mois, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'il faut voir, ce qu'il faut savoir, mais également ce qu'il faut éviter dans la pop culture qu'on aime. Et au sommaire de cette deuxième émission, Le steak, qui est notre gros dossier, s'intéressera à la saga vidéoludique Assassin's Creed, qui, pour la première fois depuis de longues années, ne propose pas de jeu majeur cette année, alors qu'Assassin's Creed, le film, s'apprête à débarquer dans les salles. Ubisoft aurait-il assassiné sa licence? les pickles, la partie piquante du burger, ce sont les clashs et ce mois-ci, combat de titans entre Coldplay, Joe Satriani et... Cat Stevens. Voilà. Eh ouais. Et enfin, la salade, qui est saine comme nos origines, reviendra sur un putain de disque de malade, Antéchrist Superstar de Marilyn Manson. Vous êtes confortablement installés devant le burger du mois, une émission qui s'annonce... Champ-Max. Ok, on peut dire ça si on veut, mais surtout une émission qui se doit d'être impeccable et un burger qui est donc servi sans conservateur. C'est d'ailleurs le nom de notre première rubrique et c'est tout ce dont on a décidé de ne pas vous parler ce mois-ci. Nous ne vous parlerons pas du retour de Gilmore Girls, série qui vieillit mal, mais était déjà horriblement ringarde au moment de sa première diffusion en 2000. Une guimauve qui se voit aujourd'hui ressusciter le temps de 4 épisodes par Netflix, qui après avoir été responsable de l'infâme retour de la non moins infâme Fête à la maison, continue de juger bon de relancer des madeleines périmées. Bah, moi j'aime bien Gilmore On ne Girls. vous parlera pas non plus là de là. Ouija, les origines. Un nouveau film d'horreur moins flippant qu'affligeant est destiné à un public peu exigeant où la seule chose réellement terrifiante est la médiocrité des scénaristes. Mais cet enfant est possédé. Bon, bah alors là, tu vois, t'as ton steak, tu retires un morceau, tu mets le fromage dedans, tu rebouches avec le morceau de steak, et là seulement tu le fais poêler. D'accord. Mais ouais, et le fromage, il fond à l'intérieur. Pas mal, Oh là là, pas ouais, mal. c'est gras, c'est d'un gras. Bah oui, parce que, bon, il faut bien le dire, le steak, c'est la partie grasse, centrale, et souvent saignante du burger. Et dans le burger du mois, c'est le gros dossier, celui qui prête au débat, mais aussi aux petites engueulades. Ce mois-ci, la question est où va la licence Assassin's Creed et où qu'elle va? Est-ce que c'est bien qu'elle y aille? Et d'abord, c'est quoi Assassin's Creed? Voilà. Et puis mince, est-ce qu'on en a pas un petit peu marre de tous ces jeux qui sont tous pareils, qui sortent tous les ans? Tu vois, ils disent c'est une saga, ils utilisent le nom, ils le prennent pour des vaches à lait, t'achètes, c'est toujours la même chose, ça coûte une blinde. C'est- FIFA, c'est toujours pareil. Non, C'est relou. Calme-toi, Nicolas. T'as vu, c'est relou. Calme-toi. Déjà, C'est relou. premièrement, tu peux pas dire ça sur FIFA, puisque pour une fois, dans FIFA 17, il y a plein de nouveautés. Hein, on pourrait vous en parler des heures. Et puis d'autre part, cette année, il n'y a pas d'Assassin's Creed. Donc, est-ce qu'il faut y voir un signe ou une prise de conscience de la part d'Ubisoft que sa licence, elle commencerait peut-être un petit peu à tourner en rond et qu'il faudrait faire un break pour repartir sur de bonnes bases, hein, peut-être comme nous? Tu veux qu'on voit d'autres gens? Est-ce qu'il faut qu'on voit d'autres personnes? Je ne sais pas, on se posera cette question plus tard. Ou est-ce que tout simplement c'est un moyen pour Ubisoft de faire plus de place pour le film Assassin's Creed qui sort à Noël? Nous, On lui se pose la question. et moi, voilà, on se pose la question, exactement. Cette année fut encore une année riche en licences, tout comme 2015, 2014 ou 2013. Bref, comme d'habitude, on a le droit à l'arrivée des nouveaux NBA 2K, Call of Duty, Pokémon et autres FIFA. Les jeux vidéo, c'est comme le cinéma ou la cuisine. Quand une recette fonctionne, on la répète jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, le joueur désire que cela s'arrête. Mais en général, le joueur, il achète, les studios font tout pour, et c'est ainsi jusqu'à la fin des temps. Ou jusqu'à ce que l'éditeur décide lui-même qu'il faut y aller mollo, comme en cette année 2016 avec Assassin's Creed, ou plutôt 100, puisqu'aucun nouveau jeu de la saga ne verra le jour cette année. Le fait de prendre une année de repos, on va dire, c'est quelque chose qui était d'une part attendu par les équipes de création, qui va leur permettre justement de repenser plus en profondeur le jeu. Et puis côté gamer, ça permet de créer un manque et donc peut-être une nouvelle flamme qui peut redémarrer l'année prochaine.
Le pitch d'Assassin's Creed est le suivant. Une machine nommée Animus vous permet de lire la mémoire de vos ancêtres et donc d'explorer le passé dans la peau d'un assassin affrontant les Templiers. Le premier jeu sort en novembre 2007, le succès est au rendez-vous et dans la foulée, on a droit à un nombre incalculable de déclinaisons sur tous les supports à l'exception notable de la 3DS. Un jeu Assassin's Creed sera même développé pour Facebook. Bref, pas le temps de se poser, une licence doit être déclinée, détournée, réinventée, usée. Et pourtant, d'autres studios savent prendre leur temps. C'est entre autres le cas de Rockstar, qui n'hésite pas à laisser passer plusieurs années entre deux GTA. Ou encore 2K, avec Mafia 3, dont nous vous parlions déjà le mois dernier, qui voit le jour 6 années après le 2 et 14 ans après la sortie du premier épisode. La différence entre Rockstar et Ubisoft, c'est que chez Ubisoft, ils ont 7000 à 8000 employés à payer tous les ans. C'est pas du tout le cas de Rockstar. Et de fait, Assassin's Creed est un very good seller. Il vend vraiment beaucoup de jeux et donc de fait, il rapporte beaucoup d'argent derrière. Le problème, Ubisoft, c'est qu'ils se sont retrouvés avec un seul big seller. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de jeu derrière qui pouvait remplacer Assassin's Creed. Quand ils ont sorti Watch Dogs, ils avaient un petit peu l'espoir de se dire « Ah tiens, c'est peut-être une nouvelle grande licence qui va pouvoir alterner Assassin's Creed. » On imaginait déjà qu'il y aurait une année un Assassin's Creed, une année un Watch Dogs, et puis comme ça ferait TikTok. Ça s'est pas passé exactement comme ça. Et ils n'ont pas encore retrouvé le gros jeu qui va faire que ça va assurer les revenus de la boîte. Assurer une rentrée d'argent quitte à lasser et à faire un peu n'importe quoi par moment, et ce très tôt dans l'histoire de la licence, dès 2011, et la sortie de Assassin's Creed Révélation, jeu bien mal nommé qui ne révélait rien et n'était là que pour nous faire patienter jusqu'à l'année suivante et la sortie du troisième volet officiel. Et même si on a pu se réjouir devant l'épisode Black Flag sorti en 2013 qui semblait apporter un semblant d'idée neuve à la franchise, force est de constater que rien, finalement, n'a vraiment changé. Et pourtant, en profondeur, quelque chose de grand se tramait. Rien moins qu'une adaptation pour le grand écran avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, le réalisateur de Macbeth derrière la caméra et surtout le Final Cut accordé à Ubisoft et non à un costard-cravate hollywoodien. Mince, celle-ci, il faut bien l'avouer, on l'avait pas vu venir. C'est une manière habile de se repositionner, c'est-à-dire il se repositionne sur le schéma des blockbusters mais au cinéma. Dans les jeux vidéo c'est bon, on sait que c'est un blockbuster, il est attendu et même les autres jeux arrivent à... Ils essayent de ne pas sortir en même temps qu'un Assassin's Creed. Mais pour le cinéma, c'est un tout autre game. On est dans une autre sphère et il faut affronter d'autres personnes. Et c'est un défi intéressant parce qu'en plus, quand on y réfléchit, le film Assassin's Creed sort à quelques jours de Rogue One, le prochain Star Wars. C'est un pari un peu risqué, mais pourquoi pas. Un pari risqué, c'est une évidence, tant les adaptations au cinéma de licences vidéoludiques sont en général, mais aussi en particulier, nulles. Souvenez-vous de Resident Evil, Prince of Persia ou encore Super Mario. Trust the fungus. Trust the fungus. Le 21 décembre, vous pourrez donc voir Assassin's Creed au cinéma. Mais vous n'aurez pas de nouveau jeu. Là encore, on peut se poser la question, une stratégie rondement menée par Ubisoft nous échapperait-elle ? Bah en fait non, même pas. Je pense qu'ils auraient été ravis de sortir un jeu en même temps et d'avoir la synergie marketing pour vendre à la fois le jeu et le film. Pour Ubisoft, le film là qui sort en décembre, c'est plus une façon de faire connaître la marque, éventuellement de gagner des nouveaux joueurs, mais pas forcément de plaire directement aux hardcore gamers, aux hardcore fans de la marque. Ok, on récapitule. Une année sabbatique pour reposer les équipes et prendre du recul, mais aussi pour sortir un énorme blockbuster dans les salles, au détriment d'un blockbuster de console, même s'ils auraient bien aimé avoir les deux. Reste au final une seule question, pourquoi, année après année, continuons-nous de nous intéresser à Assassin's Creed, tout en déplorant un cruel manque de renouvellement ? Eh bien peut-être tout simplement parce que c'est cool. Tuer des gens, c'est la chose la plus importante dans un jeu vidéo. C'est sans doute la chose qu'on fait le plus régulièrement dans un jeu vidéo. Et Assassin's Creed essaye de faire ça fun, mais en plus, en te faisant découvrir l'histoire. Alors, tu tues, mais en même temps, après, tu vas aller tailler la bavette avec Léonard de Vinci ou avec Napoléon Bonaparte. C'est ça aussi, Assassin's Creed, c'est ce côté fun de tuer. Et en même temps, tu peux dire à tes parents de l'acheter parce que « Oh, bah, je vais réviser l'histoire en même temps ». Notre pote Drake, qui vit aux États-Unis, il fait du hip-hop. Mais quand il ne fait pas de hip-hop, il fait du tennis.
Et quand il est posé chez lui, il pense à nous, à toi et moi, Nico. Et donc, comme il est cool, il nous envoie chaque mois ses bons plans venus des USA. Des comics, des jeux, des séries qui arrivent en France bien plus tard, et donc forcément qu'on ne peut trouver nulle part ici. Hein, mais genre vraiment nulle part. Non, parce qu'une série américaine, tu attends qu'elle sorte en France, forcément. C'est pareil pour les films ou même les comics, t'es obligé d'attendre, quoi. Hein? On est obligé d'attendre. Donc Drake, il est sympa, il nous aiguille. Mais tu dis quoi, sérieux, là? Oh, Ce mois-ci, Drake vous conseille Seven to Eternity, le nouveau comic de Rick Remender, une œuvre de science-fiction ambitieuse mêlant Dieu et population extraterrestre dans lequel un homme va défier le pouvoir en place en créant une équipe d'anonymes. Petit rappel du CV du monsieur. Rick Remender, artiste californien, a entre autres travaillé sur Uncanny Avengers, Strange Girl, X-Men et même Venom. Et avant de se consacrer aux comics, il participa même à la création de ce chef-d'œuvre de l'animation qui est le Géant de Fer. Some assumed it was a large meteor or a downed satellite. This is no meteor, gentlemen. This is something much more dangerous. La première issue de Seven to Eternity est parue aux États-Unis il y a quelques semaines et on en parle déjà comme d'un classique. En attendant le deuxième numéro à la mi-octobre, mais pas avant 2017, ici en France. Drake aime, et nous aussi. Et alors là, le mec, d'un incroyable toupet, me dit « Non, monsieur, aujourd'hui, on met pas de sauce dans le burger. » L'insolence, quoi. Mais j'étais scié. Je lui dis « Bah écoute, c'est pas grave, je vais pas le manger, ton burger. » Tout simplement parce que pour moi, la sauce, si tu veux, quand elle est réussie, c'est ce qui fait la différence entre les burgers de supermarché un peu nazes, là, et les vrais bons burgers savoureux, comme ceux qu'on vous prépare dans le burger du mois. Et nous, notre recette, plutôt que de la garder secrète, ben on la partage avec vous. Et ce mois-ci, la sauce a le goût de l'enfance, du souvenir et de la nostalgie, mais au sens noble. On vous emmène à la rencontre de Bastien Vivès. Bastien Vivès a le cheveu long, le sourire malin, et surtout, il a créé des dizaines d'œuvres encensées dans le monde entier. Il est le co-créateur, par exemple, de la licence Last Man, avec une série de BD, un jeu vidéo et très bientôt, une série animée. L'adaptation d'un de ses tout premiers chefs-d'œuvre, Paulina, débarque sur les écrans avec Juliette Binoche en novembre, mais c'est pour aucune de toutes ces raisons que nous sommes passés le voir. Bastien Vivès, ce qu'il aime le plus dans la vie, à part les nichons, Il aime beaucoup ça. on peut le comprendre, il aime bien les nichons, eh bien ce sont les jouets, et plus précisément les jouets de son enfance qu'il retrouve et rachète, avec toujours cette volonté de retrouver un petit peu du frisson originel de la découverte. C'est une exclue, le burger du mois vous emmène dans la salle aux 2000 jouets de Bastien Vivès. Et on touche avec les yeux. Oui, oh, ça va. Et surtout, On redevient de grands enfants. Donc ici, Bastien, c'est un petit peu ton showroom privé, quoi. Ouais, voilà. C'est C'est mon. À défaut d'avoir des salles de bain et de vendre du carrelage, je mets mes jouets. Tu mets tes jouets en évidence. C'est un endroit où tu viens beaucoup? Non, mais parfois j'aime bien faire. Tu sais, genre mettre les mains dans les poches et puis juste marcher le soir, comme ça. Là, je marche entre les canapés, je regarde les jouets. Et depuis combien de temps est-ce que tu collectionnes les jouets? J'ai gagné un peu d'argent, puis l'argent que j'avais en plus, et ben, j'ai commencé à acheter des jouets avec. J'ai acheté beaucoup de Spawn, de comics et tout ça. Donc ça, j'ai gardé très longtemps. À un moment donné, je me suis un peu arrêté d'en acheter pendant les études. Et puis ben, très vite, dès que j'ai eu un peu d'argent, je suis allé sur eBay et puis je suis retombé sur le jouet. Ah tiens, celui-là, il me manquait dans ma collecte. Et puis bim. Et après, ça fait un bouquet. Il faut dire que tu es auteur de bande dessinée. Ouais. Est-ce que ta passion pour les jouets influence ton métier? Ah, complètement. Ouais. À fond. Ben, là, d'autant plus quand je suis sur Last Man en ce moment. Mon inspiration, je la puise aussi dans les choses qui ont été faites. Après, j'essaye à chaque fois, et c'est vraiment un effort de ne pas tomber dans le truc rétro, juste le clin d'œil. La citation, quoi. Ouais, la citation. Ouais. C'est vraiment de récupérer ce que j'aimais le plus et de le mettre à ma sauce, quoi. Je vois que la plupart des jouets qui sont présents dans ton impressionnante collection sont en ce qu'on appelle en blister, c'est-à-dire qu'ils sont encore en boîte sous leur emballage d'origine. Pour toi, c'est des objets sacrés, il faut pas les sortir de leur boîte? Bah, ça fait partie de l'objet pour moi, parce que bon, vu que j'ai plus de 30 piges, je vais pas jouer avec mes jouets, ça serait quand même vraiment creepy si j'avais ma salle de jouets où j'allais jouer tous les soirs avec, non. Mais ce que j'aime, moi, c'est les illustrations énormément. Donc le jouet en tant que tel, je l'aime beaucoup.
Mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment l'illustration, le blister, ce qu'il y avait autour, c'est ça fait rêver quoi. Quand t'as l'illustration avec les éléments de décor, avec les personnages, ça c'est la folie totale. Est-ce que tu te considères comme ce qu'on peut appeler un collectionneur sérieux? Enfin, pour toi, c'est de la collection, ta passion pour le jouet? Non, oui, alors c'est sérieux. Par contre, tous les jouets que j'ai là, c'est que des jouets auxquels j'ai eu un rapport entre mes 0 et 10 ans. Donc elle est très très subjective. Donc il y a de l'affect quoi. Donc il y a plein de jouets que j'ai pas du tout, genre les masques, Maîtres de l'univers, les Transformers un peu moins, j'en ai quelques-uns. Mais voilà, un vrai collectionneur dirait genre oh, putain mais t'as même pas tel truc de masque ou tel truc de... Non, parce qu'en fait j'ai les jouets que j'aimais quand j'étais petit, c'est tout. Donc elle est très subjective, donc j'ai pas les indispensables des jouets. J'ai pas le vaisseau de... J'ai pas le Goldorak, j'ai pas le Ulysse 31, j'ai pas tout ça quoi. La majorité des jouets ici sont entre 84 et 94 quoi, donc jusqu'à mes 10 ans. Donc c'est évident que c'est aussi un énorme échappatoire, puis quand on arrive, qu'on commence à avoir 30 ans, un peu moins, bah, les échappatoires on en a besoin, parce que la vie fait que c'est parfois un peu compliqué. Je sais pas si t'as remarqué, mais le Burger du mois, c'est la seule émission où ça nous dérange pas de raconter des salades aux gens. Aucun souci. Aucun Même pas problème. coupable. Parce que la salade, c'est ce qui nous a fait grandir finalement. C'est grâce à elle qu'on ressemble aux gens que nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en être fier? Je ne sais pas. Ce mois-ci, la salade aura le goût de l'année où le rock est redevenu dangereux pour un court moment, mais dangereux quand même aux yeux du grand public. Et cette année, c'est l'année 2003. Non. Bah, Il y a quoi en 2003? Bah si, il y a eu la sortie de l'album de Steve Estatoff. Ouais, non. Alors non. Cette année, c'est 1996 et ce danger s'appelle Marilyn Manson. Le règne médiatique et artistique de Marilyn Manson commence avec la sortie d'un album phénoménal, Antichrist Superstar, le deuxième album de Marilyn Manson produit par Trent Reznor, qui était un petit peu son mentor, son gourou, le leader de Nine Inch Nails. Il s'est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires et il représente un concept à la fois terrifiant pour les parents et évidemment surexcitant pour leurs enfants. Le fils des enfers, donc qui est déjà un mec cool à la base, c'est une rockstar. Évidemment, ça cartonne et l'Amérique de Clinton se retrouve avec ce mec dans son poste de télé. T'imagines la tête des gens quand ils ont vu ça à la télé, hein, flip. porte-jartel, gaine autour de la taille, peinture ésotérique de carnaval. Marilyn Manson réunit intelligemment tous les ingrédients pour devenir l'ennemi public numéro 1 des associations parentales chrétiennes et le chouchou des médias avec lesquels il développe une histoire d'amour extrêmement bénéfique à ses ventes d'albums. Ouais, ils se détestent quoi, en Bah, gros. pas vraiment en fait. Marilyn Manson, il peut pas haïr les parents américains puisque d'une certaine manière, il leur doit toute une partie de son succès. Mais en 1996, on y revient. Pour ma part, j'avais 14 ans. Mec, t'as quel âge? On n'est pas obligé d'en parler plus longtemps. Ok. Le premier choc qui a été Guns N' Roses suivi de Nirvana, c'est déjà du passé. Et en tête des charts, on retrouve les Spice Girls, Génial. les Fugees, Mortel. et puis George Michael avec ce tube que vous allez avoir dans la tête toute la journée. Désolé. Hein. Donc pour résumer, les charts ont de la gueule, mais il manque clairement une rockstar controversée digne de ce nom. Et cette rockstar providentielle, comme un diable qui sort de sa boîte, c'est Marilyn Manson. D'ailleurs, à tel point que c'est difficile aujourd'hui de trouver un équivalent actuel à Marilyn Manson. D'une certaine manière, c'est un petit peu le dernier spécimen d'une espèce vieillissante, un animal à la Alice Cooper, à la David Bowie, dont on a du mal à trouver une vraie descendance en ce début de 21e siècle. Ouais, alors tu vois, jusqu'à il y a quelques mois, j'aurais pu être d'accord avec toi, Joe, sauf que depuis, eh bien, il y a Ghost, et Ghost, c'est exactement ce qui nous manquait depuis Marilyn Manson.
Alors c'est vrai Nico, je suis assez d'accord avec toi, mais même si l'apparat est bien présent avec Ghost, il manque un petit peu le bagou de Marilyn Manson, tu vois, cette déclaration choc, le petit truc qui en faisait non seulement une rockstar fascinante, mais aussi une bête médiatique. Marilyn Manson, au collège, c'était le mec dont on essayait de démêler le vrai du faux, tu vois, c'était plein de légendes. Est-ce qu'il sacrifiait vraiment des poulets sur scène? Évidemment non. Est-ce qu'il existait vraiment un clip maudit où on le voyait jouer au football avec un fœtus? Bien entendu non. Est-ce qu'il avait vraiment subi une ablation des côtes afin de pouvoir se satisfaire lui-même oralement? Bah non, absolument pas. Malheureusement, il a depuis longtemps perdu son aura de danger qui entourait le personnage médiatique. Donc on attend un peu la relève. Ou alors... Oh, toi t'as une idée. Idée! Oh, vas-y, je t'écoute. On va s'acheter des barésies, des strings, des porte-jartelles et tout. On Ouais. se peint le corps Ouais. et on fait Marilyn Manson, tu sais, le French quoi. On le fait nous. Ok, ouais, carrément. Allez, Eh ben, bon c'est coup. parti. En route. J'ai un petit cookie, on y va. Mais bah, c'est... Le mois prochain, vous allez en prendre plein la vue. Hein. Ça va envoyer du Ça va être dingue. Les pickles dans le burger, c'est ce qui apporte le piquant à la recette. Et donc, dans notre recette, dans notre burger du mois, les pickles, ce sont les grands clashs de l'histoire de la pop culture. Le mois dernier, nous vous avons parlé du combat de titans Alan Moore contre Hollywood. Mais aujourd'hui, nous sommes bien moins dans un match de boxe que dans un énorme match de catch où toutes les entourloupes sont permises et où nous n'avons pas 2, mais carrément 3 combattants. Avec au programme du sang, des guitares, des procès et... Chris Martin, de Coldplay. Chris Martin. Ouais. Dans le burger du mois. À notre gauche, le groupe anglais Coldplay et leur titre Viva la Vida, second single de leur 4e album studio qui est sorti le 7 mai 2008. Un tube numéro 1 un peu partout dans le monde et qui aujourd'hui encore rapporte un paquet de fric aux 4 membres du groupe British. À notre droite, l'américain Joe Satriani. Un guitariste pompier, pas fan d'émotion, mais bien davantage de technique pure et dure, et qui l'a plutôt mauvaise. En 2008, il porte plainte contre Coldplay au prétexte que Viva la Vida ne serait rien d'autre qu'un maxi-plagiat de sa chanson If I Could Fly. Et franchement, putain, c'est chaud, difficile de lui donner tort. Coldplay affirme que tout cela n'est que pur hasard. Satriani, lui, il dit et porte plainte. L'affaire fait grand bruit, l'image de parfait gentleman du mec de Gwyneth Paltrow est écornée, sauf que moins d'un an plus tard, en septembre 2009, surprise, il est annoncé que les deux parties ont su régler leurs différends en coulisses, évitant ainsi un procès gênant. Comprendre, Coldplay a payé un paquet de thunes pour s'en sortir. Fin de l'histoire ? Et non, un troisième combattant se décide à rentrer dans l'arène. Youssouf Cat Stevens. Il s'appelle Cat Stevens, il est aujourd'hui inconnu sous le nom de Youssouf Islam, mais était auparavant une gloire hippie des années 70. Il déclare à l'été 2009 que Coldplay a plagié son titre Foreigner Suit, une chanson de 73. Ouais, mais là, c'est moins évident quand même. Hein. Youssouf ne porte pas plainte, affirmant qu'il pardonne à Coldplay, mais ne mentionne pas Satriani. Sauf que si Coldplay a plagié Cat Stevens et que Coldplay a plagié Satriani, alors Satriani aurait plagié Cat Stevens, ce qui signifie que Cat Stevens devrait pardonner à Satriani et Satriani pas porter plainte contre Coldplay, puisqu'il a plagié Cat Stevens avant d'être plagié par Coldplay, sauf qu'en fait non. Je crois que c'est ça, ouais. Pour conclure, Coldplay a payé et franchement un peu plagié. Cat Stevens, lui, rigole dans son coin. C'est qui gagne? Bah franchement, regardez cette foule, c'est Coldplay. Un burger ne saurait être complet sans les frites qui l'accompagnent. Et nous, dans le burger du mois, eh bien les frites, c'est tout simplement nos jouets. Et c'est un petit peu la bagarre à chaque fois entre le jouet de Joe et mon jouet. Le mois dernier, le duel opposé, ceci. Bon, alors évidemment, à la surprise générale, c'est mon jouet qui a gagné. Hein. Il partait avec un petit avantage de taille, il faut le dire. Cela dit, vous pouvez déterminer qui va gagner ce mois-ci en vous rendant sur Twitter et en utilisant le hashtag Burger du mois, tout simplement. Et là, la question qui vous brûle les lèvres, bien entendu, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner en jouant? Réponse. Rien. Allez, on joue. C'est parti. Alors. Vas-y, à toi, Joe. Ah ouais, je suis trop content. Alors, ce mois-ci, j'ai ramené Skeletor. Il est tout petit.
Il est petit, effectivement, mais j'ai ramené un autre Skeletor, et c'est celui-ci mon vrai jouet du mois, en fait. Okay, C'est le même que celui-ci qui date des années 80, sauf que la compagnie créatrice de la ligne Les Maîtres de l'Univers, souvenez-vous, le dessin animé que vous regardiez quand vous étiez petit, eh bien, ils ont décidé l'année dernière de les ressortir en format 30 cm, en format jumbo, comme on dit. Alors, ils sont partis un petit peu comme des petits pains, ils en ont pas fait énormément, c'est réservé aux collectionneurs, mais on peut encore en trouver sur Internet et dans certaines boutiques spécialisées entre 75 $ et 130 $, donc c'est quand même un petit budget quand même, ouais. Mais pour ça, tu as le petit mécanisme monté sur ressort qui te permet de vaut mettre 130 $, ouais. des tartes à musclor. Moi, je trouve que ça les vaut largement. Quand on aime, on ne compte pas les dollars. Donc, vous pouvez voter ce mois-ci pour Skeletor ou pour l'objet de Nico. Laisse-moi te surprendre. Voilà, s'il te plaît, montre-moi. Eh ouais. C'est une brosse à dents Dark Vador. Donc, tu vois, il y a le... J'avais même pas capté que c'était une brosse à Il y a dents. Dark Vador. Donc, voilà, Ouais. une brosse à dents. Et alors, attends. Parce que quand t'appuies là, vas-y, appuie. C'est électrique. Ah, tu peux nettoyer tes jouets avec, si jamais ils prennent un peu la poussière. Ou tes dents. Moi, je veux bien te l'acheter, ça peut me servir. Ah, pour le coup, c'est moins de 130 $. Mais je ne sais pas si vous allez voter pour ou contre, hein, c'est comme vous voulez. En tout cas, soit Nico, soit moi auront vos faveurs ce mois-ci. Le hashtag Burger du mois sur Twitter. C'est bon, c'est prêt, c'est chaud, on peut enfin Non. déguster notre burger. Non, je te vois venir. Non. Un burger n'est pas prêt tant qu'il n'a pas son petit drapeau. C'est oui, comme c'est ça, vrai. c'est la tradition. Et dans le burger du mois, le petit drapeau, c'est ce dont on espère vous parler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et justement, on se quitte là-dessus. Joe, je te laisse le mot de la fin. Hakuna Matata. A plus, bonne app. On croise très fort les doigts pour être séduit par Absolutely Fabulous The Movie qui arrive dans nos salles le 23 novembre. La série culte britannique avait donné lieu à une horrible comédie française en 2001 avec Nathalie Baye et Josiane Balasco. Oui, sérieux. Faut avoir de l'envergure dans la vie. Mais cette fois-ci, les actrices Jennifer Saunders et Joanna Lumley sont de retour devant la caméra. Comme dans la série, elles interprètent Edina et Patsy, deux vieilles folles qui mènent la grande vie à base de paillettes et de glamour, tout en fumant et en buvant trop. La série s'est arrêtée en 2004 et reste à ce jour un classique de la télévision anglaise. On espère donc un film à la hauteur. Bonjour. Au début, c'est facile. On coupera avant. On la double. Et le fromage, il fond dans le steak. Pardon, j'en ai mis partout. Oh, je pensais pas qu'on irait jusqu'au bout.